Je me présente, donc, je suis Pascal Richard, je suis praticienne hospitalière à la Pitié-Salpêtrière, où je dirige donc un laboratoire de génétique moléculaire. Et nous avons été un des premiers laboratoires en France à développer le diagnostic, l'objectif diagnostique des pathologies cardiaques héréditaires, que ce soit les cardiomyopathies ou les troubles du rythme héréditaire. Donc on a un petit recul maintenant d'une quinzaine d'années, presque 20 ans. Et donc, on a eu, il y a 3-4 ans, ce qu'on a appelé une révolution technologique. Donc, je vais essayer d'être très clair, d'être très simple, pour vous montrer en quoi a consisté cette révolution, qu'est-ce qu'elle a apporté dans notre quotidien et dans le vôtre, parce que la révolution, elle n'est pas que technologique, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi à prendre en compte dans la prise en charge. C'est vraiment quelque chose de très important qui s'est passé. Et je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous puissiez comprendre comment les choses évoluent et comment elles vont évoluer encore. Alors, comme vous le savez, je pense, les maladies cardiaques héréditaires sont plus ou moins séparées en plusieurs groupes, même s'il y a du chevauchement entre ces phénotypes. Le premier groupe qui a pu bénéficier des analyses moléculaires, c'est le groupe des cardiomyopathies héréditaires, qui est un groupe qui regroupe des sous-phénotypes, comme la cardiomyopathie hypertrophique ou la cardiomyopathie dilatée. Vous avez le groupe des troubles rythmiques, donc, dans lesquels on observe des anomalies du rythme cardiaque sans atteinte du muscle en lui-même. Et vous avez un groupe qui fait partie des cardiomyopathies, mais qu'on a tendance à mettre un peu entre les deux autres, qui est le groupe des dysplasies rythmogènes du VD, du ventricule droit. Et c'est un groupe dans lequel on observe à la fois des cardiomyopathies et des troubles du rythme, ce qui fait que la porte d'entrée de l'analyse moléculaire peut être soit cardiaque, soit rythmique. Alors, je vais pas rentrer dans ce détail, mais je voulais juste vous montrer l'évolution des choses. La définition d'une cardiomyopathie, il y a quelque temps, c'était une atteinte primitive, structurelle et fonctionnelle du cœur, définie par des caractéristiques morphologiques. Donc, on considérait qu'on rentrait dans ce cadre diagnostique les patients qui avaient une atteinte cardiaque sans autres signes, en fait, qu'elle était primaire, primitive, sans autres signes forcément associés. Et donc, l'analyse génétique avec cette définition consistait à analyser, on va dire, une vingtaine de gènes grand maximum, plus ou moins fréquents les uns que les autres, et qui étaient des gènes qui étaient structurellement, dans leur fonction et dans leur structure, parfaitement connus, qui étaient impliqués dans la contraction cardiaque et dans les structures du sarcomère, c'est-à-dire l'unité contractile, en fait, ce qui fait que la cellule cardiaque se contracte. La des nouvelles définitions, qui a été donc publiée il y a quelques années, définit les cardiopathies d'une manière beaucoup plus large, puisque maintenant on a non seulement des critères qui sont spécifiques, morphologiques et fonctionnels, mais ça regroupe également des formes qui sont génétiques, qui sont familiales, également des formes non familiales, donc potentiellement non génétiques. Et la considération de l'atteinte autre que cardiaque n'est plus prise en compte. En fait, on ne prend plus en considération une atteinte, on prend en considération désormais une atteinte extracardiaque qui pourrait être associée à l'atteinte cardiaque. Donc on est passé de quelques gènes bien délimités dans le sarcomère à finalement un nombre croissant de gènes, de protéines, et je vous ai représenté ici le schéma de l'intérieur d'une cellule, et quasiment tous les gènes, ou en tout cas un bon nombre d'entre eux, peuvent être impliqués dans le développement d'une maladie cardiaque héréditaire. Donc on en est à l'analyse d'environ 70 à une centaine de gènes, voire un petit peu plus, dans les cardiomyopathies, et qui sont des gènes qui ne sont plus localisés uniquement au niveau de la cellule, au niveau de la contraction, mais qui sont des gènes qui peuvent être impliqués dans différents métabolismes à l'intérieur de la cellule. Alors cette évolution technologique, elle s'est faite évidemment progressivement. Entre les années 90-95, quand nous avons commencé les analyses moléculaires à visée diagnostique dans ces maladies,
Nous avions à notre disposition une technologie qui était certes très utile, puisque de toute façon il n'y avait que celle-là, mais qui était aussi très limitée. C'est-à-dire que nous pouvions analyser maximum une centaine de patients par an. C'était quelque chose de pas très puissant, on va dire, mais qui a permis quand même de commencer, de faire évoluer les connaissances sur les origines génétiques de ces pathologies. Entre les années 95 et 2010, il y a eu une augmentation de la puissance, on va dire, de cette technique, mais qui était toujours relativement limitée. On pouvait donc considérer qu'on était dans la capacité d'analyser quelques gènes, maximum, je parle des cardiomyopathies, maximum 5-6 gènes par patient. On pouvait guère aller au-delà et maximum 300-500 patients par an. Depuis 2010, donc, et l'avènement de ce NGS dont vous avez sûrement entendu parler, c'est là où s'est produit réellement la révolution. C'est la possibilité d'analyser un nombre infini de gènes. Donc on peut considérer qu'on va en analyser 5, 10, on va en analyser une centaine, voire beaucoup plus, voire le génome entier. Et ceci avec un débit extrêmement puissant, puisque on est maintenant dans la capacité d'analyser, enfin techniquement en tout cas, environ 2000 patients par an. Donc ça ouvre en fait le diagnostic à un beaucoup plus grand nombre de patients. On n'a plus cette limitation technique, et ça ouvre aussi l'esprit, entre guillemets, à d'autres questions qui vont découler de cette technique. Alors, juste pour comprendre, parce que c'est même pour le corps médical, il y a plusieurs approches. Globalement, dans cette technique, il y a deux grandes étapes. Il y a une étape qu'on appelle la préparation des librairies. La librairie, ça va consister à prendre votre ADN et à le préparer de manière à pouvoir mélanger différents patients ensemble, mais aussi pouvoir évidemment les séparer après pour l'analyse. Et donc à les marquer individuellement, même si on en mélange une centaine pour les séquencer, on va les séparer évidemment dans un deuxième temps. Donc c'est une étape de préparation de librairie, et dans un deuxième temps, une étape qu'on appelle de séquençage, qui consiste à déterminer de façon très précise chaque base, on appelle ça des nucléotides, qui constituent la séquence des gènes, donc votre ADN, vos gènes, de manière à les détecter à l'intérieur de cette séquence, quelle est l'anomalie qui s'y trouve et qui est responsable du développement de la maladie. Donc il y a deux grandes approches pour la préparation des librairies, une approche par amplification ou une approche par capture, de manière à sélectionner les régions des gènes qui nous intéressent. Alors, je vais peut-être pas trop détailler ça, parce qu'on rentre un peu dans le détail technique. Je vais quand même vous parler de l'approche capture pour que vous compreniez bien comment on fait, parce que quand je vous dis on peut séquencer des centaines de gènes, on peut séquencer en même temps des centaines de patients, vous allez me dire mais comment vous faites pour repérer chaque morceau, chaque patient? Donc en fait il y a une première étape, donc, comme je vous le disais, qui consiste à la préparation d'une librairie. Et cette préparation de librairie, elle consiste à prendre votre ADN, à le casser en morceaux, donc tout le génome, et à marquer en fait chaque morceau individuellement par une petite molécule qu'on appelle un tag, en fait, un marqueur, et qui va permettre de vous individualiser les uns des autres. Chacun d'entre vous aura un tag différent qui va marquer son ADN. Donc on casse l'ADN, on le marque avec ce tag, et ensuite on va le capturer. Donc l'étape de capture, elle se passe, on a au préalable synthétisé des molécules d'ADN qui vont reconnaître les séquences des gènes et qui vont se fixer dessus et qu'on va ensuite récupérer. Et tout ce qui n'est pas fixé sur ces sondes, en fait, sur ces molécules qui servent à la capture, va être éliminé. Et on va garder donc pour l'analyse future uniquement les séquences des gènes qui nous intéressent dans cette approche ciblée. D'accord ? Et ensuite, il n'y a plus qu'une étape de séquençage.
La dernière étape en post-séquençage est une étape d'analyse bioinformatique, hein, donc qui est un autre métier quasiment complètement, qui est une étape extrêmement complexe, hein, et pour laquelle on est obligé de collaborer de façon extrêmement étroite avec des bioinformaticiens très spécialisés. Et ça va consister donc à séparer chacun des ADN d'individus différents, hein, à les aligner sur un génome, hein, sur le génome de référence normal, hein, et ensuite de comparer le génome normal avec le génome des patients pour retrouver quels sont les endroits du génome où il y a des différences entre le génome de référence et le génome des patients. Donc ça, c'est l'étape bioinformatique. Ensuite, on a une dernière étape, hein. Bon, ça, je vais passer, le séquençage. Voilà. On a une dernière étape, hein, qui nous revient. Donc, on a un va-et-vient de l'information. Toute une première étape technique qu'on a validée et qu'on peut pratiquer dans les services de biologie moléculaire. Une étape de bioinformatique. Et enfin, une étape d'interprétation des résultats, d'analyse, qui nous revient après la bioinfo. Donc cette technologie extrêmement puissante, hein, elle a plusieurs niveaux de complexité, on va dire. On est dans la possibilité maintenant de séquencer le génome entier, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui constitue le patrimoine génétique de quelqu'un. Donc c'est évidemment une masse d'informations absolument énorme, hein. À l'intérieur de ce génome, il y a environ 30 000 gènes, hein. Et il faut savoir aussi que dans ce génome, il y a quand même environ 98-99% des séquences, hein, qui sont des séquences que nous ne connaissons pas bien, qui ne sont pas des séquences qui codent pour des gènes, qui sont des séquences, en tout cas sur le plan diagnostique, ce sont des séquences que nous aurons pour l'instant énormément de difficultés à interpréter. Donc dans un contexte diagnostique, c'est vrai que pour l'instant, le génome, on ne l'envisage pas encore. Vous avez une deuxième étape qui consiste à séquencer l'exome. Donc l'exome, ça consiste à analyser l'ensemble des gènes d'un individu, les régions codantes, des régions qui servent à la synthèse des protéines, des gènes chez un individu. C'est évidemment beaucoup moins grand que le génome, hein, puisqu'on ne garde que les gènes qu'on connaît pour être responsable de maladies. C'est une technologie qui n'est pas encore mise en application au niveau du diagnostic, hein, parce qu'au niveau de la qualité des résultats qu'elle fournit, il peut y avoir encore certaines régions qui ne sont pas très fiables, on va dire, pour parler simplement. Et on considère que dans un contexte diagnostique, on ne peut pas se permettre d'avoir certaines régions qui ne sont pas correctement représentées. Donc c'est un excellent outil pour chercher des nouveaux gènes, par exemple, mais en deuxième intention, une fois qu'on a éliminé en tout cas les gènes qu'on connaît très bien. Et donc en contexte diagnostique, mais tous les labos ne sont pas obligés de voir les choses de la même manière, on a choisi donc dans le cadre de la filière une approche de gènes connus, entre guillemets, et donc on va séquencer beaucoup de patients sur beaucoup de gènes, et ceci dans une même réaction de séquençage. Donc on a certes moins d'informations, mais l'information qu'on a, on la connaît, on sait l'interpréter, et au niveau qualitatif, on va dire par rapport aux résultats qu'on obtient, on est dans un contexte de validation finalement technologique, hein, des panels de gènes qu'on choisit de séquencer. Donc ces panels, ils sont évolutifs évidemment en fonction des connaissances, hein. S'il y a des nouveaux gènes qui sont décrits, qui sont publiés, qui sont connus pour être responsables de la maladie, on les ajoute dans ces panels de séquençage. Alors, pour démarrer ce genre de technologie, qu'est-ce qu'on doit faire de façon séquentielle? La première chose qu'on fait, c'est on choisit les gènes. Donc la filière a servi à ça, c'est-à-dire à nous harmoniser au niveau national dans le choix des gènes qu'on va analyser
donc chez les patients. Donc on choisit les gènes, on choisit les cibles à l'intérieur de ces gènes qu'on va étudier, de manière à ce que tous les laboratoires soient harmonisés, soient en accord, et qu'on ait un discours en fait qui soit cohérent entre nous. Ensuite, bon, on choisit des petites molécules qui vont servir à capturer ces gènes. Et l'approche technique, combien de patients on va multiplexer ensemble. Donc ça peut aller d'une centaine de patients en même temps quand on en a beaucoup, jusqu'à quelques patients, une dizaine, une douzaine ou une cinquantaine. C'est à nous de décider ça. Et donc ça dépend du recrutement, de la rapidité avec laquelle on veut obtenir les résultats. L'analyse bioinformatique, donc je vous en ai parlé, elle est extrêmement complexe. C'est une étape, c'est vrai, malheureusement, qui nous échappe un petit peu. On est en train de s'organiser entre nous pour valider cette étape qui est quand même une boîte un petit peu, pas noire, mais enfin un petit peu, en tout cas qui sort clairement de nos compétences. Donc on est en train de mettre en place entre nous des systèmes de validation de ces analyses bioinformatiques pour être sûr qu'il n'y a rien qui puisse nous échapper. Alors l'analyse des variants, c'est ce qui nous revient après l'analyse bioinformatique. Donc c'est là où les questions commencent à se poser, parce que vous imaginez bien que quand on analyse une centaine de gènes, chacun d'entre nous a dans son génome et dans ses gènes des variants qu'on appelle des polymorphismes, qui sont des variants non pathogènes, qui sont retrouvés dans la population générale avec une fréquence variable, et qui ne sont pas reliés à la maladie. Quand on analyse à peu près, on va dire 5 ou 6 gènes, chacun d'entre nous comporte entre 20, 30 ou 40 variants différents. Et donc, après, il faut trier et il faut sortir celui qui est responsable de la maladie. Quand on analyse 50 gènes, c'est plus 20 ou 30 variants qu'on va avoir à regarder. Par patient, c'est entre 200 et 300 variants. Donc ça, c'est notre travail, c'est à nous, au milieu de ces variants, avec certains critères qui sont à notre disposition, de pouvoir savoir s'ils peuvent être responsables de la maladie ou pas. Quand on analyse une centaine de gènes, c'est 400 variants. Quand on analyse l'exome, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus de 1000 variants par patient. Donc, vous comprenez bien que c'est devenu quelque chose d'un petit peu compliqué, qu'il faut aborder, on va dire, avec une très grande prudence pour un rendu diagnostique et une prise en charge des familles. Et donc, on en est à collaborer en fait au niveau national et international pour confronter un peu toutes ces analyses et s'assurer que tout le monde fait de la même manière et trouve les mêmes résultats par rapport à ces technologies qui sont très puissantes. Donc, je ne vais pas non plus trop rentrer dans le détail des systèmes qui sont à notre disposition. Il y a quand même deux grandes façons de trier ces variants, entre guillemets. Il y a des systèmes de prédiction informatique. Donc, ce sont des logiciels, des sites bioinformatiques qui nous permettent de dire si une variation dans une séquence d'ADN est potentiellement pathogène ou pas. Donc on utilise 4 ou 5 systèmes différents et on regarde s'ils donnent tous la même conclusion ou pas. Donc il y a des variants pour lesquels ils sont tous d'accord entre eux et d'autres variants pour lesquels il y a des discordances. Donc après, c'est à nous de voir quels sont les plus fiables et qu'est-ce qu'on peut se permettre de considérer ou d'exclure. Et puis on a des bases de données de séquençage d'exomes ou du génome qui sont, ça s'appelle Exome Aggregation Consortium, et c'est une base qui regroupe tous les variants identifiés chez tous les individus dans différentes populations de la Terre, d'origine ethnique différente, et qui nous donne la fréquence des variants identifiés. Et c'est un outil extrêmement utile pour voir si un variant qu'on a identifié chez l'un ou l'autre d'entre vous est fréquemment retrouvé dans la population ou pas. Et c'est un critère en fait de choix de variants pathogènes qui est décisif, puisqu'on est quand même dans le contexte de maladies rares.
avec une hétérogénéité génétique, comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de gènes qui sont impliqués. Et donc, si on a un variant avec une fréquence élevée retrouvée dans ces populations, on va considérer qu'étant donné la fréquence de la maladie, ça ne peut pas être pathogène. Donc, on a des outils comme ça qui donc nous permettent de classer les variants en score de pathogénicité. Et donc, on a le score maximum qui est le score 5. C'est une nomenclature internationale qui concerne donc les variants qui sont pathogènes avec certitude. Donc, ces variants pathogènes, ils sont connus. On a des familles qui les portent. Ils sont publiés, il y a eu des analyses fonctionnelles avec, et on est sûr qu'ils sont validés comme pathogènes. Ensuite, on a des scores inférieurs. En particulier le score 4 qui concerne des variants qui sont probablement pathogènes. On a une forte suspicion qu'ils sont la cause de la maladie, mais on n'a pas de preuves formelles, pas d'études fonctionnelles, pas de publication. Donc on a une classification comme ça des variants, mais ceci dit, au début, il ne faut pas que ce soit un discours en fait qui soit anxiogène, hein, puisque de toute façon, dès qu'on a commencé à analyser des gènes, on a eu des variants qu'on ne connaissait pas. C'est quelque chose d'obligatoire et qu'on a classé avec des critères en fait bioinformatique ou autre. Donc c'est quelque chose de complètement normal. En attendant de prouver, de les passer en classe 5, on les considère pathogènes avec probablement des études complémentaires familiales ou autres qui vont aller au bout de la classification. Et puis on a des variants qu'on appelle de signification inconnue. On n'est pas capable de trancher sur le rôle pathogène ou non de ce variant. Mais ça, c'est l'augmentation des données et des connaissances qui va nous permettre finalement de pouvoir trancher un jour. Donc pour vous, pour votre information, en fait, dans le cadre des maladies cardiaques héréditaires, on a mis en place des arbres décisionnels, ce qu'on appelle, c'est-à-dire déjà une prise en charge moléculaire des patients. Donc dans les cardiomyopathies, puisqu'on a des gènes qui sont prévalents par rapport à d'autres, qu'on trouve beaucoup plus fréquemment, on démarre par 6 gènes qui nous permettent de génotyper à peu près 30 à 40% des patients porteurs de cardiomyopathie. Et ensuite, on passe sur des panels beaucoup plus lourds de façon séquentielle jusqu'à arriver au diagnostic. Et on fait pareil dans les troubles du rythme. On commence ce qu'on appelle sur un panel de première intention qui contient 13 gènes. Et ensuite, on va passer sur des panels beaucoup plus gros pour les patients chez lesquels on n'aura pas trouvé de mutation pathogène. Donc, je crois que j'ai bien compris qu'il fallait que je me dépêche. Donc, pour ce qui est des cardiomyopathies hypertrophiques, je pense que c'est important. Le gros panel de gènes, c'est-à-dire qu'on pratique en deuxième intention, nous permet d'arriver à un rendement diagnostique moléculaire qui est maintenant de 60 à 65%. Donc, avant cette technologie, on était à 40%. Donc c'est quand même un gros apport. Hein. On augmente de façon assez considérable la proportion des patients chez lesquels on va trouver une anomalie moléculaire. Dans les cardiomyopathies dilatées, alors c'était un vrai problème les cardiomyopathies dilatées parce que l'analyse génétique ne nous donnait une réponse favorable que chez 15 à 25% des patients. Donc c'était vraiment un cas complexe dans le diagnostic moléculaire. Et avec ces technologies, on arrive maintenant, en combinant plusieurs approches, à environ 60% de patients chez lesquels on peut identifier une anomalie moléculaire. Donc là, c'est vraiment un saut très important dans la prise en charge et dans les connaissances. Et puis je termine juste, je peux Nicolas, sur, on a parlé de la cardiopathie pédiatrique et fétale. Et là je voulais vous montrer également ce que ça nous a permis d'obtenir dans cette famille, comme vous le voyez, qui a été quand même excessivement touchée, on va dire, par une cardiopathie fétale non viable en fait, puisqu'il y a eu plusieurs IMG et une mort fétale in utero en fin de grossesse en plus
dans cette famille. L'analyse des ADN de ces fœtus nous a permis de voir en fait que cette cardiopathie, elle était due à 2 mutations dans un gène, qui est un gène qui est connu, c'est la nexiline, c'est un gène qui est connu pour donner des cardiopathies dominantes. Et ben ces fœtus, ils étaient porteurs de 2 anomalies dans le même gène, et la forme était tellement, enfin l'accumulation des 2 anomalies entraînait une forme particulièrement sévère de cardiomyopathie, avec une mort fœtale in utero dans un contexte de cardiopathie extrêmement sévère pour ces bébés. Donc c'est là où on voit la puissance et l'apport de ce que peuvent nous apporter ces techniques. C'était des choses qu'on était incapable de faire avant la mise en place de tout ça. C'est un autre exemple, c'est quasiment la même chose. Donc je termine juste, évidemment, pour vous dire qu'il y a, j'espère que vous l'avez compris, que c'était une technique extrêmement puissante et intéressante. Elle a bien sûr des limites, comme toutes les techniques. Elle est longue, elle est coûteuse, elle est compliquée, on n'a pas une réponse dans 100% des cas. Donc c'est comme ça avec toutes les techniques. Il faut bien réfléchir à la manière dont on rend les choses, dont on interprète les choses. Il faut être prudent, mais elle va nous apporter beaucoup d'informations dans le futur par une meilleure compréhension des mécanismes, par l'identification de nouveaux gènes, en sachant que pour l'instant on est dans une phase, on va dire, intermédiaire. C'est pas comme toutes les révolutions, mais enfin on est dans une phase de transition où on la met en application, et il faut être sûr quand même que ce qu'on fait actuellement sera toujours valable dans 5 ans ou dans 10 ans, hein, que le conseil génétique qui est donné aux patients sera le même, le discours sera le même. Donc pour l'instant on est dans cette phase de grande prudence, hein, avant de pouvoir utiliser avec toute la puissance de ces technologies l'application complète, on va dire, pour votre diagnostic. Voilà, je suis désolée, il y a des diapos sur lesquels je suis passée un petit peu vite, mais je crois que le temps presse. Merci Pascal.